Vous devriez en être fière et satisfaite. De plus, notre fils est un bon parti. Toutes les filles du village lui couraient après. Ça, je le sais bien. Et je l'ai dit plus d'une fois à ma fille. Fais surtout bien attention de ne pas t'amouracher d'un coureur de jupons. Mais maman, tais-toi! Oh, ça va, tais-toi? C'est toi qui vas te taire? Tu es devenue aussi folle que lui. Il t'a envoûté. Henri n'a envoûté personne. C'est vous qui colportez des médisances sur notre sort depuis toujours. Je sais très bien ce que vous racontez sur mon mari et nos ouvriers, hein. En fait, vous êtes jalouse. Jalouse? Oui, jalouse. Jalouse de paysan? Ah ça non, je vous jure que non. Je me demande ce que vous pouvez avoir dans le crâne pour permettre à votre fils ce mariage fou, alors que des milliers d'obus passent chaque jour au-dessus de nos têtes. Vous ne pensez pas sérieusement qu'il faudrait retarder ce mariage? Les conditions dans lesquelles nous vivons ne le permettent pas. Je vous comprends, mais acceptez l'ardeur de l'amour de nos enfants. Ils sont jeunes et ils ont la vie devant eux. N'auriez-vous pas fait la même chose? Ils s'aiment et la guerre ne freine pas leur envie d'être ensemble. Et puis, ce mariage serait si bon pour le moral d'Henri qui ne l'a pas toujours au beau fixe. Il ne pense qu'à ce mariage. Moi, je comprends très bien mon fils. Moi, je comprends surtout ma fille, qu'elle risque d'être veuve, avant même d'avoir connu son mari. Vous comprenez ça? Et puis, mon mari et moi, nous nous sommes mis d'accord. Nous acceptons le mariage de notre fille Clara avec votre fils Henri, mais pas maintenant. Et pas tant que cette guerre ne sera pas finie, et nous ne changerons pas d'avis. Mon mari avait raison. On ne peut pas faire confiance en ces gens du Pizet. Je cherche une femme et on m'a dit que je pourrais la trouver chez vous. Ah bon, et de qui s'agit-il? Il s'agit d'une dénommée Emma Mully. Emma Mully, en effet. Elle travaille ici. Elle fait des laissés pour vos soldats, là-bas dans la buanderie. Ah, d'ailleurs, la voici. Emma! Emma! Ce jeune officier veut te voir. Voyez, mon capitaine, c'était pas bien compliqué. Sir, oui, sir. Si c'est pour les linges d'hier que vous venez, je regrette. Ils ne sont pas encore prêts. Nous avons eu des blessés. Ils sont arrivés toute la nuit. Et je n'ai pas encore pu rattraper le retard de la lessive. Il faudra attendre. Ce n'est pas pour le linge que je viens. Ah bon? Votre nom est bien Emma Mully. C'est bien moi. Les ordres de votre arrestation immédiate. Vous serez incarcéré et jugé dans les prochains jours par un tribunal militaire. Haute trahison? Mais quelle trahison? Je n'ai rien fait, vous n'avez pas le droit. Mais cette histoire ne tient pas debout, mon capitaine. Je connais Emma depuis plus de 10 ans. Je réponds d'elle comme si c'était ma propre fille. Cette histoire de trahison est absurde, ridicule. Vous n'avez pas le droit de l'emmener. Monsieur, je vous recommande de rester en dehors de cette affaire. Ne m'obligez pas à utiliser la force à vous emmener pour complicité. Emma Mully, suivez-nous. Mais vous vous trompez. Mais vous êtes fou. Jules, avec moi. Arrêtez, vous me faites mal. Mais suivez-moi. Pas le dispensaire ce matin-là. Jules n'en croyait pas ses oreilles. Je connaissais Emma depuis de longues années. Et jamais rien dans son comportement ne m'avait paru suspect. Emma avait consacré sa vie au travail, au service des autres. Elle avait l'âge des soldats anglais. Comment aurait-elle pu devenir une espionne au service des Allemands? C'était impossible. Cette histoire rocambolesque de chiens dressés pour passer des messages à l'ennemi ne tenait pas la route. Pourtant, l'estafette avait vu juste. Et elle fut conduite par son escorte anglaise jusqu'à Saint-Omer pour y être jugée. À la porte du tribunal, des gens bien intentionnés la traitaient de grande espionne. C'est pourtant la tête haute qu'elle fit face à ses juges.
Elle se défendit bien. Et elle paraissait sincère, honnête. Et elle fut acquittée par les tribunaux à la grande joie de tous ses amis. Elle s'en revint au village, un village qui n'avait pas beaucoup changé durant sa très courte absence. Malgré quelques escarmouches et de vaines tentatives de percer de part et d'autre, le front de la terrible guerre n'avait pas beaucoup bougé. Semaine après semaine, les kilomètres de barbelés avaient été dressés par les deux camps, transformant le bois en une gigantesque et sinistre cage aux oiseaux, où les oiseaux ne s'aventuraient plus de venir chanter. Pourtant, un matin, une lueur d'humanité pointa avec l'aube. Le temps s'était éclairci la nuit précédente et il avait gelé blanc, ce qui était normal pour un mois de décembre. Profitant de ce silence inhabituel, les oiseaux s'étaient même hardis de revenir. On entendit même le chant d'un coq. Nous étions la veille de Noël et la journée se passa sans trop d'incident. Dans les tranchées de la cage aux oiseaux se préparait un miracle comme seule la nuit de Noël peut en produire. On entendit tout d'abord les tranchées allemands monter un cantique de circonstance. Étonnés, les Anglais qui occupaient la tranchée d'en face firent bientôt de même, par jeu et sans trop savoir pourquoi. À la fin de ce duo sacré, des cris et des applaudissements fusèrent des deux côtés. Et un climat de quiétude et de réjouissance s'installa pendant cette nuit sans lune. Le rhum, épais comme de la mélasse, réchauffa les cœurs. Le lendemain matin, un silence de nouveau anormal planait sur le dédale des tranchées, où l'on n'entendait que le piétinement des hommes dans la rue. Tout à coup, une voix se fit entendre en face. « Hello, là-bas! Nous sommes des Saxons, et vous des Anglo-Saxons. Si vous ne tirez pas, nous ne tirerons pas non plus. » Dans cette boucherie sanguinaire, cette proposition était plus qu'étonnante, et plus d'un se méfia de la douteuse manœuvre. Pourtant, l'un des nôtres mit sa casquette sur le canon de son fusil et le tendit au-dessus du parapet. Les secondes passèrent et on ne tira point. On s'enhardit alors et quelques téméraires dépassèrent la tête des tranchées. Puis on prit les échelles et, bravant le danger aujourd'hui disparu, on escalada le terre-plein pour aller voir. De leur côté, les Allemands miraculeusement faisaient de même. Et de plus en plus d'hommes des deux camps se portèrent bientôt au beau milieu du No Man's Land pour se parler et se serrer la main. Ils avaient à peine fini de chanter le Auld Lang Syne qu'un vieux lièvre fit tout à coup irruption. Tout le monde se lança à sa poursuite et au bout de 2 minutes, il se fit prendre par un Saxon et l'un des nôtres qui se laissèrent tomber dessus. Un deuxième se fit de nouveau prendre et chacun eut le sien. Les Allemands avaient des cigares et des cigarettes qu'ils se mirent à distribuer. Nous leur offrîmes pour notre part du boulibif et des biscuits. Oh, l'ambiance était spontanée et sincère. On n'avait jamais vu auparavant, et on ne verra sans doute jamais plus, une telle fraternité entre deux adversaires. Un Écossais avait un ballon. Bientôt, sur le sol gelé, s'engagea une partie de football entre les deux armées. Les buts étaient délimités par des képis posés à terre. Le match fut équilibré et bon enfant, et le jeu finit par 3-2 en faveur des Allemands. Moi, j'immortalisais l'événement en photographiant les deux équipes de part et d'autre du ballon.
Après le match, on but et on chanta autour du feu en dégustant du plum pudding qui réchauffait les cœurs. Quel beau symbole pour les hommes de bonne volonté, devenus soldats meurtriers par la folie humaine. Quel beau présent de Noël. Que fallait-il faire? Était-ce là le début de la paix? Les faits le prouvaient. La guerre touchait à sa fin. La guerre est finie. Vive la paix! Buvons à la santé de la paix retrouvée! Toute l'église a volé en éclats, même les piliers, tout est rasé. La sacristie, le bain de communion, le confessionnal, tout est en ruine. Même la cloche est en morceaux. Il n'y a plus une seule chaise en état. Avec ma petite école, c'est la même chose. Il faut partir, monsieur Van Exem, il faut évacuer. Calmez-vous, monsieur le curé de Huy. Ce n'est pas la première fois que l'on nous bombarde. Je suis désolé et attristé pour votre église, mais il vous reste la chapelle rompue pour dire votre messe. Il serait inconscient d'y retourner. Ma cuisine a été rasée. Toutes les autres pièces sont inutilisables. Ce matin, ma gouvernante lavait sa salade. Elle entend un obus siffler. Elle rentre en acte et elle voit l'obus tomber à l'endroit où elle se trouvait. C'est un miracle qu'elle ait échappé à la mort. Et puis, évacuer. Vous n'y pensez pas? On ne peut pas laisser tous ces blessés sans soin. On ne peut pas partir. C'est impossible. En tout cas, vous, partez. Et moi, je reste. D'ailleurs, je ne crois pas fort dans cette grande offensive dont tout le monde parle. On parle beaucoup. Moi, je préfère agir. On a besoin de moi ici. Mais ce sont les Anglais qui me disent. Ils vont ramener leurs prisonniers vers l'arrière. Ils évacuent, monsieur Van Exem. D'ailleurs, les ordres de l'état-major sont clairs. Tous les civils doivent partir sur le champ. Monsieur le curé, Van Exem a raison. Partez avec tous les gens du village et prenez bien soin d'eux. Nous trois, nous restons ici pour nous occuper de tous ces malheureux. On se repliera qu'au dernier moment. Les soldats nous aideront à transporter les blessés. Moi je reste, parce que mon Henri rentre bientôt du front pour se marier. Et je veux être là pour l'accueillir. Mais ce serait... Ma petite Clara, ce serait une folie de rester ici. D'ailleurs, comment peux-tu te marier dans ces conditions? J'ai même plus une église pour vous accueillir. Et bientôt, toutes les maisons seront rasées. Il faut partir. Les routes sont déjà encombrées de réfugiés qui fuient. Il y aura de grandes batailles et on annonce que les permissions ont été supprimées. Je regrette, monsieur le curé. Mon avenir m'attend ici. Je reste. Nous restons. Évacuation générale. Tous les civils doivent évacuer la zone de Puxter qui n'est plus en sécurité. Ordre de l'état-major. Les Allemands tirent des bombes au gaz. Il faut partir. Mesdames et messieurs, emportez tout ce que vous pourrez. Par ici, en avant et sans panique. Il faut vous protéger.